Bonjour, je vois que vous êtes très nombreux. C'est donc le thème de la migration mobilise donc beaucoup de personnes. Donc c'est très important dans la société française d'aujourd'hui, bien sûr, puisque la question de la migration est au centre du débat politique en France, notamment en prévision de l'élection présidentielle de 2017. Je voudrais tout d'abord, en introduction de mon intervention, remercier le Collège de France pour le partenariat que nous avons fait avec le Musée national de l'histoire de l'immigration. Et en tant que président du Musée national de l'histoire de l'immigration, je voudrais remercier particulièrement Patrick Boucheron, qui m'a invité à participer à cette rencontre, ainsi que Florence Terrasse-Rioux, qui a travaillé avec la directrice de l'établissement, Hélène Aurin, notamment pour l'exposition qui a lieu ici au Collège de France, exposition donc qui a été montée en partenariat avec le musée de l'histoire de l'immigration. Voilà, je voulais dans cette introduction signaler ce fait important, parce que ce musée de l'histoire de l'immigration, qui n'a été inauguré que très récemment, c'est-à-dire il y a tout juste 1 an et demi, sort progressivement, j'allais presque dire, de l'obscurité pour envisager un certain nombre de partenariats avec beaucoup d'institutions au niveau de l'éducation nationale en particulier. Mon intervention portera sur 3 questions que je me pose à partir de ma recherche très ancienne sur l'histoire de l'immigration algérienne en France. En fait, il s'agit de 3 questions que je me pose toujours autour de cette histoire de l'immigration algérienne, sur laquelle je travaille depuis près de 40 ans, puisque mon premier travail était une thèse consacrée à Messali Hadj, qui lui-même était un immigré en France dans les années 1920 et qui a été un des bâtisseurs des premières organisations indépendantistes algériennes en situation de migration. C'était un immigré, donc, et qui avait fondé des organisations politiques. Et puis, naturellement, dans ce travail que j'avais commencé à la fin des années 70, il y a eu la fabrication d'un dictionnaire biographique de 600 biographies que j'ai fait d'acteurs de ce mouvement politique, dont la plupart étaient des immigrés vivant en France, donc des portraits, des centaines de portraits d'immigrés algériens arrivant en France dans les années 20-30 jusqu'aux années 60. Donc c'est autour de ce vieux travail de recherche que je voudrais ici poser 3 questions qui me paraissent importantes autour de cette immigration. Les 3 questions sont les suivantes, et je développerai ensuite chacune de ces questions. La première question porte autour de l'absence de nomination de cette immigration pendant de très longues années dans l'histoire générale de l'immigration en France. Absence de nomination, vous verrez pourquoi et dans quelles conditions on a commencé à parler de cette immigration que de manière très récente, dans un temps très récent. La deuxième question porte autour de cette immigration sur la violence autour de cette question migratoire algérienne, notamment pendant la guerre d'Algérie, la séquence guerre d'Algérie 55-62, une double violence sur laquelle je reviendrai bien sûr et qui, à mon sens, continue de peser bien sûr dans la trajectoire de cette immigration. Puis enfin, la troisième question porte sur une immigration donc très particulière, qui est une immigration désorientée entre stratégie du retour et nécessité de l'intégration politique, et qui a donc bousculé le modèle républicain classique que nous connaissons, celui de l'assimilation, puisqu'elle a été l'une des premières immigrations, si ce n'est la première, à bousculer ce schéma traditionnel entre retour et assimilation. Donc 3 questions autour de l'immigration algérienne qui sont très en prise avec l'actualité, très en prise avec l'actualité politique, puisque, comme vous le savez, ce n'est pas un secret, c'est qu'on a beaucoup posé de questions autour des continuités possibles entre certains acteurs qui avaient accompli des actes terroristes en France et les origines migratoires ou maghrébines ou algériennes ou autres de ces fameux acteurs qui, comme vous le savez, étaient intervenus dans les tueries, Charlie Hebdo, Hypercacher, Molenbeek, enfin bref, tout ça est très connu. Vous avez tous suivi ces événements sanglants depuis maintenant 2 ans. Donc il y avait-il par conséquent des traces, des continuités,
des comportements, des habitudes, des imaginaires, des représentations autour de cette histoire et de cette immigration. C'est une question qui a été posée, ou au contraire, y avait-il des discontinuités, des brisures, des séparations d'histoire, des reconstructions d'histoire? Et c'est autour aussi, bien sûr, de ces questions que je voudrais naturellement très rapidement devant vous poser d'autres questions, peut-être pour s'inscrire dans la durée, dans la longue durée, et essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu autour de cette immigration très particulière, très singulière. Alors la première question sur le problème de la nomination. Vous savez, autour de l'immigration algérienne et plus généralement autour de l'immigration maghrébine, et je fais une parenthèse tout de suite pour dire que lorsqu'on parle très souvent en France aujourd'hui des musulmans en France, d'origine immigrée ou pas, en fait à 90% ce sont des maghrébins qui ont une histoire maghrébine, qu'ils soient ici nés en France ou ailleurs, mais ce sont des maghrébins. Donc on a oublié quelque part, c'est une parenthèse que je fais sur le plan historique, on a oublié en fait les pays de départ, en fait, et la culture historique qui sont la leur et qui ne se réduit pas naturellement exclusivement à la question religieuse. Je ferme cette parenthèse. Donc quand on parle et quand on évoque l'histoire de l'immigration algérienne en France, le problème du nom est très important. Parce que lorsque commence cette immigration, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc par parenthèse, il y a un siècle de présence algérienne en France, puisque l'immigration commence en 1919, 1920, nous sommes en 2016, 2017. Voilà déjà un siècle qu'il y a une présence algérienne en France, mais ça, on n'a pas tellement conscience sur le plan historique. Je ferme encore cette parenthèse. Le problème du nom est très important, parce que, dans le fond, ces hommes qui sont venus après la Première Guerre mondiale, ils étaient environ 100 000, entre 1919 et 1939, principalement originaires de la Kabylie. Ces hommes, quel est leur statut, quel est leur nom, et comment les appelait-on? Ils n'étaient pas des étrangers, puisque l'Algérie, c'était la France. Donc ils ne pouvaient pas rentrer dans la catégorie étrangers, au même titre que les Italiens, les Polonais, les Espagnols, etc. Donc ce n'est pas des étrangers. Est-ce qu'ils étaient pour autant des Français à part entière, circulant à l'intérieur du territoire national? Bien sûr que non, vous le savez. La plupart des indigènes musulmans, comme on les appelait à l'époque, n'avaient pas la nationalité française. Ils n'avaient pas pu l'obtenir. Donc ils n'étaient pas non plus des Français à part entière. Alors étaient-ils pour autant des sujets coloniaux, puisqu'on a utilisé aussi cette expression, notamment, entre autres, pour les Indochinois ou par exemple ou les Marocains? Mais non plus, ils n'étaient pas non plus des sujets coloniaux. Donc ils n'étaient en fait ni des Français, ni des étrangers, ni des sujets coloniaux. Mais alors qu'étaient-ils? Où étaient-ils posés, entre guillemets? C'est une vraie question que je me suis posée à la fin des années 70, donc il y a très longtemps, au début des années 80, tout simplement pour pouvoir les compter. Parce que comme ils n'entraient pas dans les statistiques ni des étrangers en France, ni des Français d'Algérie, puisqu'ils n'étaient ni Français, ni étrangers, ni dans les sujets coloniaux, alors comment fallait-il les compter? Combien étaient-ils? Vous voyez que la question de l'appartenance juridique renvoie à des questions beaucoup plus profondes sur la présence de cette immigration particulière. En fait, les chercheurs de l'époque, dont je faisais partie, on n'avait pas beaucoup, ont beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait appeler les archives portuaires, puisqu'ils arrivaient surtout par les ports, et à travers la recherche des noms, en particulier les embarquements, notamment sur les ports d'Alger ou de Philippeville, de Bonn, etc., on pouvait repérer le nombre, disons, de ce qu'on appelle les Algériens musulmans, comme on les appelait à l'époque, ou qu'on appellera bien plus tard des Algériens. Ce qui fait que pratiquement de 1920 à 1962, 1960, 61, eh bien, ils ne s'appelaient pas les Algériens. Et ils ne s'appelaient pas non plus les Français. Cette question du nom, elle est fondamentale. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de la nomination, ça crée obligatoirement beaucoup de problèmes qu'on qualifierait aujourd'hui, entre guillemets, d'identitaires, tout simplement. Et je crois qu'on ne pense pas suffisamment à cette question-là. C'est-à-dire le fait qu'il y avait pratiquement pendant 50 ans des hommes invisibles. Pas simplement sur le plan de l'espace public et de leur circulation ou de leur ghettoisation spatiale, non, mais invisibles du point de vue juridique. C'est quand même une sacrée question, ça. Et quand on dit 40-50 ans, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, parce que ça veut dire sur 2 générations.
sur 2 générations, vous avez un problème d'absence de nomination et d'inscription par conséquent dans le paysage à la fois politique et culturel d'une immigration qui, à partir de là, sera toujours considérée comme nouvelle ou démarrant en 1960, ce qui est logique, puisqu'au moment de l'indépendance, on a l'impression que l'immigration, dans le fond, algérienne et par extension maghrébine, commence dans les années 60, ce qui est faux, puisqu'elle avait commencé bien avant, dans les années 1920. Bon. Alors, comment ces hommes sans nom vont-ils exister avec un nom ? Et comment vont-ils se forger un nom qui leur appartienne en propre ? Eh bien, par la politique et par l'engagement politique. Or, cet engagement politique, ils ne le feront pas, à la différence des autres immigrations, par l'intermédiaire des partis, des syndicats et des organisations de la gauche française traditionnelle. PCF, SFIO, Ligue des droits de l'homme, syndicats, CGT, CGTU, vous savez, c'est toute l'histoire de l'immigration qu'on peut, ou à travers, disons, d'autres types d'associations sportives, religieuses ou autres. Non, ils vont entrer dans cette société, dans le fond, de manière paradoxale, par la construction d'organisations politiques qui, elles, se réclament de l'indépendance de l'Algérie, de la séparation. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un nom en propre, le leur, à travers un combat politique et à travers la construction d'organisations politiques, l'Étoile nord-africaine en 1926, le Parti du peuple algérien, qui sont des organisations très puissantes dès ces années-là, dès les années 30, puisqu'environ sur 80 000 à 90 000 Algériens kabyles dans ces années-là, on trouve 5 à 6 000 militants de ces organisations, ce qui est considérable. 6 000 militants aguerris, entraînés, se réunissant régulièrement en cellules, parce qu'ils avaient repris le vocable de cellule en héritage reçu du Parti communiste français de l'époque, puisque le Bessali était passé par le Bessali, qui est le fondateur de ces organisations, était passé par le Parti communiste, donc ils avaient repris ce vocabulaire. Donc c'est par l'engagement politique nationaliste qu'ils se fabriquent, disons, une identité en propre. Ça, cette question-là d'origine, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que vous avez sur ce questionnement-là le problème du rapport à la France d'entrée de jeu qui est compliqué. C'est-à-dire que vous rentrez, disons, en politique, non pas par le biais d'organisations, pour aller vite, de la gauche française, qui se proposaient ou se présentaient comme des organisations protectrices des étrangers en France, pour aller vite, encore que c'était plus compliqué que ça, parce qu'il y avait aussi la défense des intérêts des travailleurs français par rapport aux étrangers, mais je ne peux pas m'attarder sur toutes les questions. Mais enfin, néanmoins, les organisations de défense des droits de l'homme de cette époque-là, disons, permettaient ou étaient un outil ou un facteur, disons, comme on dirait aujourd'hui, d'intégration, disons, dans la société française. Or, le problème, c'est que ces organisations algériennes indépendantistes, elles ont été, comment dirais-je, victimes de la politique des organisations traditionnelles de la gauche française, puisque c'est le Front populaire qui va dissoudre l'Étoile nord-africaine. Alors je sais que ça nous éloigne beaucoup du sujet des migrants, des transports, des circulations et tout ça, mais c'est fondamental parce que l'immigration algérienne, très vite, va devenir la principale immigration maghrébine en France, celle dont on parlera aujourd'hui le plus. Donc il faut un petit peu connaître toutes ces histoires dans le détail, sur la longue durée. Ce qui veut dire qu'il y aura une opposition très importante entre la gauche française et ces organisations algériennes, qui vont s'affronter, notamment avec le Parti communiste, ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'un certain nombre d'intellectuels français de l'époque vont quand même soutenir les Algériens. Je pense en particulier, c'est petit, mais je le signale, les surréalistes, comme André Breton, par exemple, ou des gens comme Daniel Guérin, militant anarchiste, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était un personnage considérable, Jean Rousse, Marceau Pivert, Daniel Guérin, Fred Zeller, enfin bon, en fait, ce qu'on appellerait la gauche de la gauche, un très petit nombre de personnes qui vont soutenir, disons, les nationalistes algériens. Je dis cela parce qu'à cette époque, ces militants-là étaient qualifiés de fascistes par la gauche française. C'est-à-dire qu'ils étaient en guerre physique avec les organisations satellites du PCF et de la SFIO. Alors, c'est très important parce que lorsque ensuite cette organisation va exister en France, parce qu'elle a été dissoute en 1936, elle va exister en 1937, le Parti du peuple algérien, elle a été fondée à Nanterre, le 11 mars 1937, à Nanterre. C'est très important, Nanterre, c'est un grand lieu d'enracinement de l'immigration algérienne, avec plus tard la construction de ce qu'on va appeler les bidonvilles, donc le bidonville de Nanterre. Donc il y a une très vieille histoire politique et sociale derrière tout ça.
Cette organisation va ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, je vais très vite parce que déjà ça fait 15 minutes, donc je ne peux pas déborder. Donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est une organisation qui va se développer encore davantage à travers une organisation qui s'appelle le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et qui va compter près de 20 000 militants à la veille de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire avant que la guerre d'Algérie ne commence en France, en 53-54, vous aviez environ 220 000 Algériens qui vivaient en France, qu'on appelait à l'époque toujours pas Algériens d'ailleurs, mais qu'importe, nous garderons ce nom, c'est pas, sinon on va trop compliquer les choses. Et ces 220 000 Algériens immigrés qui vivaient en France, avec le début de la migration familiale, eh bien, il y a déjà 20 000 militants à la Fédération de France du MTLD. C'est considérable, c'est énorme. 20 000 militants organisés avec des pseudonymes, des cellules, des casmas, enfin tout ça c'est avant la guerre d'Algérie, avant la Fédération de France du FLN. C'est vous dire la tradition d'enracinement de cette immigration dans son rapport compliqué à la France et sur la question coloniale, naturellement arc-boutée sur le problème du retour, entre guillemets, une fois la question coloniale réglée. Voilà à peu près la première question qui est celle de l'absence de nom, parce que sur l'absence de nom, dans le fond, les Algériens deviendront des Algériens en France, des immigrés algériens en France, que lorsque l'indépendance de l'Algérie sera effective, c'est-à-dire à partir de 1962. À ce moment-là, on parlera des Algériens en France. Et donc la question nationale, la question du nationalisme politique dans cette immigration est décisive. Elle est fondamentale, la question du drapeau, de l'hymne national, etc., dans une situation complexe, puisque la plupart ensuite se sont, entre guillemets, intégrés socialement dans la société française. C'est-à-dire que leur attachement nationaliste est d'autant plus fort que l'intégration sociale dans la société est forte. Donc vous avez là la naissance d'une contradiction et d'un paradoxe de cette immigration qui ne sera pratiquement jamais levée dans l'histoire suivante, dans les histoires ultérieures. La deuxième question, pour aller vite, qui va affecter considérablement cette histoire migratoire, c'est bien sûr la séquence guerre d'Algérie. Parce que là, on a une situation très, très complexe, puisque cette immigration, qui va être multipliée par 2 pendant la guerre d'Algérie, puisqu'elle passera de 200 à 400 000 personnes, avec une migration familiale de plus en plus forte, cette immigration va subir une double violence. D'abord une violence dans la ghettoisation spatiale, avec quasiment un couvre-feu à l'égard de ces immigrés dès les années 55, 56, 57, avec interdiction pratiquement de circuler à l'intérieur de l'espace urbain, brisé une fois, comme on le sait, le 17 octobre 61, et qui provoquera une répression qu'on commence à connaître maintenant dans son ampleur. Donc, par conséquent, des violences policières qui vont naturellement affecter considérablement la vie, l'histoire, le traumatisme transmis de cette immigration à travers les enfants et les petits-enfants. Mais il y aura une deuxième violence, beaucoup plus secrète, et celle-là beaucoup moins transmise. C'est les affrontements entre Algériens, pendant la guerre d'Algérie, entre le FLN et le MNA, qui étaient les partisans de Messali, un affrontement terrible entre deux organisations indépendantistes qui se réclamaient toutes les deux du nationalisme, toutes les deux, et qui va faire 4 000 morts et 12 000 blessés sur le territoire métropolitain. C'est considérable, c'est gigantesque. Pratiquement toutes les villes de France ont connu cet affrontement, Lyon, Nanterre, Paris, la région parisienne, l'Est de la France, le Nord, bien sûr, Lille, Roubaix, Tourcoing, enfin bref, tous les grands centres d'enracinement de l'immigration algérienne en France vont connaître, disons, cette situation sanglante, absolument terrible, et qui sera vécue véritablement comme un secret de famille à l'intérieur de cette immigration. La transmission sur cette violence intérieure, violence bien sûr sur lesquelles on pourrait revenir, sur les motivations, les origines, avec d'un côté une organisation qui voulait rester fidèle à son vieux chef, Messali, lui-même ami d'Albert Camus, etc. Et l'autre organisation, le FLN, bien sûr, beaucoup plus engagée dans la fabrication, construction d'un parti unique, avec fabrication de l'interlocuteur politique central unique. Et donc l'affrontement sera absolument terrible entre 56 et 62. Cette question de l'affrontement, qu'on appelait à l'époque, dans un vocabulaire journalistique, les règlements de compte, va être un grand secret de famille, forcément pas évidemment transmis, je dirais même pas transmis. Ce qui, là aussi, à travers, disons, l'histoire longue, dans la longue durée, va compliquer, disons, les rapports à la France, mais aussi les rapports à l'Algérie, c'est-à-dire au pays de départ, si aimé, si espéré, disons, dans son indépendance, mais qui en même temps a existé à travers une violence absolument terrible, une sorte de double violence. Et par conséquent,
l'immigration algérienne en France, qui va ensuite devenir de plus en plus importante après l'indépendance de l'Algérie, jusqu'à devenir, comme vous le savez, la première immigration en France, en 1974, première immigration algérienne, eh bien, cette question, disons, du rapport à la France et à l'Algérie, je dis bien et à l'Algérie, est compliquée. Parce que le retour espéré n'a pas lieu, les espoirs nés de l'indépendance vont vite se heurter à la réalité d'un système politique et économique, au coup d'État de 1965 en Algérie, de Boumedienne, etc., etc. Bref, les principaux leaders politiques, et j'allais dire Dieu sait combien la question politique était importante dans cette immigration, encore plus importante que la religion, ont été écartés de la scène politique en Algérie après l'indépendance. Mohamed Boudiaf, Omar Boutaoud, Ali Haroun, etc. Tous les principaux dirigeants de la Fédération de France se sont retrouvés écartés de la scène politique algérienne. Donc, c'est une immigration qui va se retrouver quelque part, entre guillemets, orpheline à la fois de l'Algérie indépendante, mais d'une France qui ne comprend pas pourquoi elle est encore là alors que l'indépendance de l'Algérie est arrivée et que le retour n'a pas lieu. Et à partir de là, vous avez l'ambiguïté qui commence. Donc la question du rapport compliqué, ambigu, difficile autour des immigrations maghrébines, elle vient, selon moi, bien sûr, se nouer là, dans cette contradiction initiale des années 60. Elle commence là, en effaçant, bien sûr, les problèmes que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire le problème de la nomination et de l'installation dans la durée, qui est effacé, puisque là commence l'histoire d'un rapport conflictuel, d'un rapport compliqué, disons, entre ces deux, entre cette immigration, la France et l'Algérie. Et enfin, troisième question, qui là aussi est très importante autour de cette immigration particulière, eh bien, c'est cette sorte de désorientation entre la question toujours inscrite dans les têtes et dans les cœurs du retour en Algérie et le problème de l'intégration ou assimilation, qu'importe le terme, disons assimilation, parce que c'est la tradition française, dans la société française. C'est une tradition politique, parce que dans les années 30, c'était l'assimilation politique qui était réclamée par les Algériens eux-mêmes, c'est une parenthèse que je fais. Donc le problème du ballottement, de l'hésitation, de l'incertitude, du va-et-vient, j'allais presque dire de l'errance, entre le fait de rester attaché à l'Algérie et en même temps de rentrer dans cette société, et dans le fond ils y étaient déjà entrés, parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, et notamment par la migration familiale et la scolarisation des enfants, ils ne pouvaient plus quelque part retourner au pays, ça on le sait dans les lois migratoires, c'est classique. Or cette espèce de va-et-vient entre la nécessité du retour transmise par l'éducation dans les familles et l'intégration de fait qui s'accomplit dans la société, donc une intégration réelle, une assimilation réelle, y compris facilitée par la langue française, pratiquée bien sûr en Algérie. Donc on a une crise identitaire qui va, elle aussi, se perpétuer, se développer, rester longtemps, pratiquement jusqu'à la fin des années 80, au début des années 90, où là, bien entendu, va se stabiliser ce problème dans le sens suivant, à mon avis, qui est le fait de se sentir, de se vivre profondément comme Français, puisque c'est la troisième génération maintenant, dans les années 90, tout en voulant absolument rester fidèles à la mémoire de leur père et de leur grand-père, qui eux n'étaient pas et ne se voulaient pas français. Et donc on a une stabilité qui s'opère dans j'allais dire, dans le récit identitaire, dans le récit national. Il y a cette sorte, disons, de statu quo qui s'installe, que la société française va avoir du mal à regarder en face et à accepter, parce qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire le fait que le modèle républicain français, comme on le sait, fondé sur l'assimilation, notamment dans l'espace public, n'admet pas le recours, disons, à l'origine perpétuée, préservée, sauvegardée. C'est une évidence. À moins qu'on me démontre l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça aussi. Bon. L'assimilation. C'était de cette manière aussi que ce qu'on appelait les Français d'Algérie avaient eux aussi vécu quelque part, sans le savoir, cette trajectoire, même s'ils étaient eux-mêmes Français. Mais ils ont été obligés eux aussi de s'adapter à ce modèle-là. Donc on a en conclusion une question. Cette question, dans le fond, c'est la faible connaissance de cette histoire singulière pour pouvoir apporter des réponses à la fois culturelles, universitaires, etc. Bon,
Bien sûr, on a rattrapé notre retard dans le savoir académique, mais il faut savoir que, par exemple, dans les années 80, lorsque sortaient des ouvrages sur l'histoire de l'immigration en France, dans les années 80, on parlait de la mosaïque France, du creuset français, etc., il n'y avait pas un mot sur les Arabes en France, ou les Berbères, ou l'immigration algérienne, pas un mot, dans les années 80. Il a fallu attendre pratiquement les années 90 pour que, dans les travaux universitaires, émerge, disons, l'histoire de cette immigration. Mais le travail est encore long et difficile, parce que j'étais à Blois encore ce week-end, et comment dirais-je, je regardais textes et documents pour la classe, vous savez, ce truc qui est distribué à des dizaines de milliers d'exemplaires à tous les enseignants de France et de Navarre, il n'y avait pas un mot sur l'immigration maghrébine. Embêtant en 2016. Ouais, donc le travail est encore long. C'est pour ça que je félicite les organisateurs, encore une fois, de ce colloque. C'est vous dire à quel point il y a encore, disons, des manques, des hésitations, des inconscients aussi qui continuent de fonctionner autour de l'immigration maghrébine, et que, par conséquent, il nous faut relever, disons, encore et plus que jamais, ce défi de la connaissance de l'autre. Parce que si on ne possède pas, on ne connaît pas la langue de l'autre, par exemple, la plupart des Algériens qu'on qualifie d'Algériens aujourd'hui en France, pendant très longtemps, ne parlaient pas l'arabe, mais le berbère. Dans les années 30, par exemple, ceux qu'on appelait les Nord-Africains, etc., jusque dans les années 50, la plupart ne parlaient pas arabe. Lorsque ma mère est rentrée en usine en 1967 à Peugeot, à la Garenne-Beson, elle parlait l'arabe, parce qu'elle appartenait à une histoire d'Algérie, de Constantine, des Juifs de Constantine qui parlaient l'arabe, mais tous les ouvriers qui étaient à côté d'elle, qui étaient algériens, ne parlaient que kabyle. Alors elle me dit, je ne comprends rien. Et là, j'ai commencé à réfléchir, parce que j'étais déjà engagé politiquement, et je me disais, mais c'est quoi cette histoire où les immigrés algériens, dans une thématique idéologique de nationalisme arabe, parlent berbère? Alors je me suis dit, il faut qu'on s'y mette quand même, il faut qu'on comprenne un petit peu l'histoire des autres. Je vous remercie.